C'est une rivière qui a donné à manger à beaucoup de monde grâce à la laine qu'on pouvait laver, qui nous venait de l'Australie à l'époque. C'est une rivière qui a été reconnue par Victor Hugo, la plus belle d'Europe. Donc on a pas mal d'histoires quand même à dire là-dessus. Maintenant, ce n'est plus ça, mais maintenant elle est propre parce qu'on y a beaucoup travaillé. On a une faune qui est extraordinaire, les petits oiseaux. On a des canards, on a des poules sauvages, on a plein de petits animaux, des poissons, puisque la pêche est rouverte. Donc là, c'est quelque chose de très beau. Et en plus de ça, quand il y a du soleil, c'est une promenade magique. Quand je regarde la rivière, je pense avant toute chose à cette rivière qui est en train de renaître. C'est une rivière qui a été extrêmement abîmée pendant des dizaines d'années. Et j'ai la chance de vivre à une époque où on voit le phénomène inverse, c'est-à-dire cette rivière qui repart dans le bon sens et qui va vers une dépollution et qui va vers une amélioration biologique de l'état de la rivière. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que chaque fois qu'on regarde cette rivière, on voit des éléments vivants supplémentaires, on voit de nouveaux insectes, on voit de nouvelles choses. Et c'est probablement un phénomène assez rarissime et j'ai la chance de pouvoir assister à ça. Qu'il y a beaucoup de monde qui ne respecte pas trop, qui jette beaucoup de crasse dedans. Et je vois beaucoup des animaux et je trouve que les gens devraient peut-être quand même penser à essayer de la respecter un petit peu plus. Il est une rivière, à l'est de la Belgique, dont l'histoire surprenante mérite d'être contée. Née sur le plateau des Hautes-Fagnes, elle a pour nom la Vesdre. Vis ara, disaient les Celtes. L'eau du creux de la vallée. Une vallée célébrée par Victor Hugo comme la plus ravissante qu'il y ait au monde. Quelquefois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis, écrivait-il. Nous étions alors en 1840, l'été, juste au moment où la ligne de chemin de fer Anvers-Liège, qu'on prolongeait jusqu'à Verviers, commençait à trouer et couper collines et vallées. Juste au moment où l'industrialisation déjà présente avec le développement de l'industrie lainière depuis 1650 allait faire de ce joyau bucolique l'un des cours d'eau les plus pollués du pays et de l'Europe, jusqu'à le transformer durant plus d'un siècle en un véritable cloaque. Philippe Laforge, biologiste et cinéaste naturaliste, est un passionné des rivières, à plus d'un titre. Il les étudie et les filme dans le monde entier, mais c'est aussi un pêcheur enthousiaste averti. Et s'il s'intéresse aujourd'hui à la Vesdre, ce n'est pas un hasard. D'abord, c'est la rivière de son enfance, où dans des endroits encore préservés, il a appris à taquiner le poisson. Il est un de ceux qui savent que le poisson hier disparu est aujourd'hui de retour, que le cours d'eau est en train de renaître un peu plus chaque jour, que malgré un décor fortement urbanisé, bien que demeurent les chancres et les sédiments d'une activité industrielle en déclin, la Vesdre retient aujourd'hui l'attention d'un nombre croissant d'amoureux de la nature,
parce qu'elle revit. Muni cette fois non plus de sa canne à pêche, mais d'une caméra miniature conçue pour les prises de vue subaquatiques, Philippe Laforge veut tenter de nous faire comprendre le pourquoi et le comment de ce changement spectaculaire. Car c'est un exemple rare de récupération que ne perçoivent malheureusement pas encore les riverains et d'autres citoyens qui, par habitude ou inconscience, continuent d'y jeter leurs déchets et objets encombrants. Mais situons d'abord le cours géographique de cette rivière. Typiquement fagnarde, la Vesdre prend sa source dans les tourbières d'altitude à quelques enjambées de la frontière belgo-allemande pour se jeter après un parcours de 72 km dans l'Ourthe, juste aux portes de Liège, à Chênay exactement. Elle traverse ainsi successivement les villes d'Eupen, où elle alimente son barrage, de Limbourg, de Verviers, de Pépinster, de Traux et de Chaudfontaine. C'est précisément près de ce dernier site que nous retrouvons notre cinéaste naturaliste en train de filmer les multiples espèces végétales et animales qui recolonisent progressivement le cours d'eau. Wow, c'est génial. Là, j'ai devant moi des choses incroyables. Et dire que la Vesdre était un véritable égout à ciel ouvert il y a 10 ans, c'est complètement fou. Alors, ce qu'on peut observer à l'heure actuelle dans la Vesdre, il y a plein de choses. En plongeant des caméras sous la surface de l'eau, on découvre un monde aquatique qui est insoupçonné. Alors, il y a des plantes, il y a des insectes, il y a des escargots, des crustacés, des petites crevettes. Et il y a aussi des poissons. Alors, on peut citer le verron, évidemment, mais il y a aussi la truite fario, qui est de retour dans la Vesdre. Et c'est un poisson qui fait plaisir à voir, parce que c'est un poisson qui signifie beaucoup de choses. Et pouvoir les filmer, ça c'est une sacrée aventure, mais on peut toujours essayer. Si la Vesdre abrite aujourd'hui une superbe population de truites sauvages, ce ne peut être qu'un signe de renouveau. Située en haut de la chaîne alimentaire, la truite dépend en effet de la qualité du milieu dans lequel elle vit. Elle est donc un indicateur du bon fonctionnement écologique du cours d'eau. Les truites trouvent dans la Vesdre une nourriture abondante et variée, composée d'insectes et de crustacés aquatiques. Le régime alimentaire de la truite comporte aussi de nombreux petits poissons, tels les vairons, les loches, les chabots ou encore les épinoches. La présence des truites sauvages traduit également la grande qualité de l'habitat physique qu'offre la rivière. Que de sous-berges en effet, où elles peuvent se cacher ou se reposer. Caches qui ne sont pas toutes naturelles, mais qui sont souvent empruntées à de vieux murs écroulés. Ou à des déversoirs à l'abandon. Ou encore, ces nombreux secteurs parsemés de gros blocs rocheux, postes d'observation rêvés pour des truites en quête de nourriture. Mais il n'y a pas que les truites.
D'autres signes probants de l'amélioration de la Vesdre sont également visibles, du moins pour celui qui sait les interpréter. Ainsi, la transparence de l'eau qui s'améliore et permet de voir que le fond de la rivière est en regain de propreté. On y trouve moins de dépôts de vases, les galets sont comme récurés à neuf, et la végétation aquatique s'y développe de nouveau. On découvre aussi la présence de nombreux couples de simples plongeurs, de bergeronnettes des ruisseaux, de martins pêcheurs qui, comme la truite, dépendent de l'abondance d'insectes aquatiques et de petits poissons. Certains jours, on peut assister à un spectacle surprenant, de courte durée, mais d'une intensité remarquable. Des millions d'éphémères, dont les larves ont vécu tout un temps sous l'eau, viennent éclore en surface et font le régal de véritables nuées d'hirondelles. Et lorsque les soirées d'été sont chaudes, ce sont cette fois les trichoptères volant par milliers pour venir pondre, qui se font surprendre par les canards et les truites qui en raffolent. Autre signe du renouveau, les castors d'Europe qui avaient complètement disparu sont de retour. À présent, de nombreux herbiers aquatiques composés de renoncules, de calitriches, de mousses et d'algues ondulent avec élégance au gré des courants en abritant quantité de bestioles appétissantes. On vous le disait, la Vesdre revit, même, elle grouille de vie. Et pourtant, elle était au bord de l'agonie. Quelle souffrance pour cette rivière pendant plus d'un siècle. À partir de Verviers et sur plus de 30 km en aval, matières organiques, métaux lourds, solvants, colorants, produits chimiques hautement toxiques, autant de polluants qui, de concert, s'accordèrent à lui nuire en étouffant, en asphyxiant véritablement son eau et en contaminant ses sédiments. Certes, et heureusement, il est difficile de se rendre compte aujourd'hui de l'intensité de cette pollution chronique. Elle n'a cependant pas disparu des mémoires. Quand je suis venu habiter ici, donc il y a une cinquantaine d'années, la Vesdre, c'était une rivière qui dégageait une odeur pestilentielle partant de chaleur. C'était impossible de laisser les fenêtres ouvertes, de faire un barbecue dans la cour. Si vous regardiez entre deux eaux, vous voyez descendre des déchets ménagers, des déchets d'égout. Tout d'un coup, ces couleurs, elles étaient jaunes, elles étaient rouges, elles étaient vertes. Il y avait les limos des carrières qui descendaient parce que toutes leurs eaux de lavage étaient rejetées. Alors il y avait de tout qui descendait. Si la Vesdre avait été en étillage, par exemple, et puis qu'il y avait un petit coup d'eau, c'était pas des centaines, mais des milliers de bouteilles plastiques qui passaient sur la Vesdre, en plus de plastique et de toutes sortes de déchets ménagers que les gens rejetaient. Il y avait aussi les rats qui proliféraient le long de la Vesdre. J'ai vu passer de tout sur la Vesdre, même un demi-cercueil. Vous voyez passer des déchets d'animaux. Il y avait certainement un monsieur qui faisait des poulets, où vous voyez passer
les entrailles des poulets, vous voyez passer de tout. C'était quelque chose de déprimant. Cette situation désastreuse fut certes dénoncée à de multiples reprises par des associations de pêcheurs, de riverains, de naturalistes. En 1885 déjà, Émile Gens, docteur en sciences naturelles, écrivait « La Vesdre ne roule plus qu'une boue sordide et puante. La vallée est infectée jusque près de Liège, et des dépôts pestilentiels y fermentent de toutes parts. » Mais ces dénonciations ne changèrent malheureusement rien à la situation. En outre, plusieurs études scientifiques menées durant la seconde moitié du XXe siècle démontrèrent, par des mesures de la pollution, l'état pitoyable dans lequel se trouvait la rivière. Pour nous en parler, nous nous sommes adressés à Jacques Tonneau, coordinateur du contrat de rivière Vesdre. Oui, au siècle dernier, on va se situer maintenant vers 1950. L'industrie a repris, l'industrie lainière particulièrement. L'aspect apport d'eau usée domestique était également non négligeable vu l'urbanisation dans la Vesdre. Donc il y a eu un apport de matière organique très importante, et à la fois industrielle et à la fois domestique. Cet apport de matière organique dans la rivière provoque une chute du taux d'oxygène. Il est clair que tous les organismes ayant besoin d'oxygène ont disparu. Il faut dire aussi que les fonds se sont colmatés suite aux dépôts. Les macro-invertébrés nécessitent des fonds de rivière propres. Donc les macro-invertébrés ont disparu. Ceux-ci sont la nourriture des poissons. Donc on comprend que la Vesdre était un cloaque à ciel ouvert, évidemment, suite à ces apports. Il faut signaler aussi que les métaux lourds sont très présents dans le bassin de la Vesdre. Des mines de plomb et de zinc y sont fréquentes. Donc ceci également pose un risque au niveau sanitaire. Je suis entrée comme apprentie trieuse. Je suis entrée comme apprentie trieuse. Quelles furent les causes de cette pollution dégradante ? Elles sont multiples. Pour les comprendre, il faut se pencher sur l'historique de la vallée. Ma première journée de travail, j'avais 17 ans à l'époque. En 1650, Verviers développe son industrie lainière grâce aux eaux peu minéralisées de la Vesdre, qui donnent à la laine un toucher incomparable. À cette époque d'ailleurs, une partie de la rivière devient navigable pour bateaux plats dans sa partie basse. On triait par 5 à 6 qualités, on était toujours 2 femmes par table. Plus tard, grâce notamment aux nouvelles mécaniques mises au point au début du XIXe siècle, le développement de cette industrie, qui mêle si bien l'or doux, la laine, à l'or bleu, l'eau, devient colossal. L'exportation des fils de laine, par exemple, passe entre 1851 et 1888, rien qu'en un peu plus de 30 ans donc, de 10 000 à 12 millions de kilos. La ville de Verviers connaît alors un essor fantastique et devient la cité lainière par excellence. Sa réputation est internationale. Associée à cet essor industriel, la densité de la population augmente naturellement dans toute la région. Essentiellement autour de la ville de Verviers qui, de 1800 à 1900, passe de 10 000 à 49 000 habitants. Sollicitée de toutes parts, devant absorber de plus en plus d'eau usée d'origine industrielle et domestique, sans la moindre épuration, envahie par des quantités de plus en plus grandes de colorants chimiques et de solvants, la Vesdre n'en peut plus. En aval de Verviers, elle devient un égout nauséabond dont les eaux chargées de matière en suspension se teintent différemment des couleurs de l'arc-en-ciel selon les colorants utilisés par l'industrie textile. C'est ainsi que la vie aquatique, autrefois riche et abondante, disparut presque totalement sur plus de 30 kilomètres. De Verviers au confluent de l'Ourthe, la Vesdre entra dans un sommeil léthargique qui semblait irréversible. Et pourtant,
Alors le retour du martin-pêcheur dans la Vesdre, c'est quand même un très très bon signe, parce que c'est un petit oiseau, bleu électrique et orange, et très très beau, et qui se nourrit essentiellement de petits poissons, des verrons, des alevins. Et son retour dans la Vesdre est très bon signe, au même titre que le cincle plongeur, qui est aussi un petit oiseau, mais noir, et avec une gorge blanche, et qui lui se nourrit d'insectes aquatiques. Donc la présence de tous ces oiseaux, martin-pêcheur, cincle plongeur, est quand même assez extraordinaire, parce que ça veut dire que la Vesdre revit, et qu'elle est pleine de nourriture pour toutes sortes d'animaux. Il faut savoir que la Vesdre était une rivière extrêmement poissonneuse, probablement l'une des plus poissonneuses de Belgique, voire même d'Europe. Alors on y trouvait énormément de salmonidés, parce que la Vesdre a un faciès très intéressant pour cette famille de poissons, avec énormément de rapides. Donc on trouvait des truites fario et aussi des saumons. Alors ce poisson absolument fabuleux qu'est le saumon atlantique revenait dans la Vesdre pour s'y reproduire. Et je pense qu'au niveau quantité de géniteurs qui remontaient, ça devait être absolument incroyable. On ne peut pas imaginer à l'heure actuelle des milliers de géniteurs. Alors on n'est pas à cette situation évidemment, mais on espère que ça redevienne comme ce l'était avant. Jean-Claude Philippard, chercheur biologiste à l'Université de Liège, nous parle des espoirs que l'on fonde sur la renaissance piscicole de la Vesdre. Oui, pour un biologiste qui connaît la Vesdre depuis près de 25 ans, où il n'y avait absolument rien, l'évolution est extraordinaire. On trouve actuellement dans les stations de la Vesdre jusqu'à 20 espèces de poissons différentes, parmi lesquelles des espèces très exigeantes, comme la truite, l'ombre, le barbeau, etc. Donc là, il y a un exemple d'amélioration majeure de la rivière au point de vue du peuplement de poissons. Pour ce qui concerne l'avenir, on peut espérer que cette situation va s'accentuer, que certaines espèces qui sont encore un peu rares maintenant vont pouvoir augmenter en abondance, et peut-être un jour va-t-on revoir dans la Vesdre ce fameux saumon atlantique que tout le monde attend dans les bassins de la Meuse et qui est en train de revenir. Et récemment, des spécimens ont été relâchés dans la Vesdre et ont bien survécu. Donc l'espoir est très grand de pouvoir reconstituer cette espèce dans la Vesdre. Que s'est-il passé qui puisse expliquer cette renaissance ? On pourrait penser qu'avec le déclin de l'industrie textile, concurrencée par d'autres nations industrielles, la situation de la Vesdre allait s'améliorer. Mais il n'en fut rien. Il fallut attendre d'autres événements pour voir enfin un réel changement. C'est d'abord en 1971 l'établissement d'un collecteur général d'eau usée par l'intercommunal Intercours d'eau. À peu près à la même époque, un second collecteur est construit plus bas, dans la vallée de la Hogne, l'affluent le plus important de la Vesdre. Il rassemble, lui, les eaux usées de Spa, de Theux et de Pépinster. C'est un changement notable pour les secteurs de rivières concernés. Assez rapidement, leur état s'améliore. Plusieurs espèces végétales et animales recolonisent ces tronçons par simple dérive depuis l'amont. Mais on n'a fait que déplacer le problème. La situation en Basse-Vesdre reste catastrophique, vu que les eaux usées, récoltées, y sont déversées sans la moindre épuration. Paradoxalement, la première station d'épuration sera le fait d'une initiative privée, celle de la société anonyme Tretex, qui, dès le début des années 90, anticipe les directives de la région wallonne. Avec les entreprises Simonis, qui fabriquent des draps de billard, Tretex est une des 2 seules industries lainières rescapées de l'âge d'or. Située juste en amont de Verviers, elle est même l'un des derniers lavoirs de laine encore en activité en Europe. Pour permettre le traitement de la laine en filature, on y détruit les particules végétales par carbonisage, un procédé de lavage qui conjugue acide et chaleur. La laine est ensuite séchée et avant sa remise en balle, elle est entreposée dans des refroidissoirs. Tandis que les eaux usées sont, elles, envoyées vers le bassin d'épuration.
En 1981, l'AIDE, l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration de la province de Liège, s'est vu confier l'épuration des eaux domestiques de tout l'arrondissement verviétois. Ces travaux aboutissent en 2001 à la construction de la station d'épuration de Wenier, l'une des plus importantes de Belgique, puis à celle de Gaufontaine en 2004. Ceci grâce à des investissements importants de la région wallonne qui en 2000 a mis en place la Société publique de la gestion de l'eau, la SPGE. La SPGE qui a été créée en 2000 a été chargée d'assurer l'ensemble de l'assainissement des eaux usées domestiques en Wallonie, et donc pas de la Vesdre en particulier, mais de l'ensemble des rivières wallonnes. Et donc pour ce faire, nous avons emprunté énormément d'argent pour réaliser un programme de l'ordre de 3 milliards d'euros sur une quinzaine d'années de la période 2000-2015 pour réaliser l'ensemble des stations, des collecteurs et des égouts qui permettront de finaliser cet assainissement sur le territoire. Bien entendu, tout ça ne se fait pas sans effet sur le prix de l'eau et c'est ainsi que, sur base du principe pollueur-payeur, nous avons dû et nous répercutons par le coût vérité assainissement tous ces efforts qui sont réalisés pour nettoyer notre belle région sur le consommateur, mais de manière tout à fait soutenable et progressive dans le temps. Cette fois, le résultat est tangible. Le bassin de la Vesdre devient, avec la mise en œuvre par l'AIDE d'une dizaine d'autres stations, un des mieux équipés en matière d'assainissement des eaux. La rivière connaît dès lors un renouveau aussi spectaculaire que rapide. Si rapide d'ailleurs que les personnes les plus optimistes en sont totalement surprises. Cette rapidité pourtant s'explique. Tout d'abord, la Vesdre est une rivière qui possède une pente étonnamment forte, en moyenne de 7,8 pour 1000, la plus forte de Belgique. Sur son parcours de 72 km et demi, la rivière passe d'une altitude de 626 mètres à sa source, dans les Hauts-de-Fagne, à une altitude de 64 mètres à sa confluence avec l'Ourthe à Liège, ce qui lui vaut d'être qualifiée de rivière torrentielle. Grâce à cette forte pente, la Vesdre présente de nombreux passages rapides où l'eau forme des courants violents et de multiples petites chutes d'eau qui lui permettent de s'oxygéner de façon optimale toute l'année. Cet oxygène présent dans l'air et qui se retrouve ainsi dissous dans l'eau favorise le pouvoir auto-épurateur de la rivière. Riche en oxygène, l'eau digère plus facilement la pollution que l'homme lui fait subir. Le second facteur qui explique la rapidité du renouveau de la Vesdre est le fait qu'elle soit alimentée en grande partie par les eaux très peu polluées provenant du plateau des Hauts-de-Fagne. Abondamment arrosé, ce plateau réagit comme une immense éponge naturelle qui se gorge d'eau lors des épisodes pluvieux et neigeux et qui la restitue ensuite à la Vesdre et à ses affluents. La fréquence des crues peut d'ailleurs en attester. D'autres facteurs expliquent encore cette résurrection. Le professeur Jean-Pierre Dessy de l'Université de Namur nous en parle. Oui, comme toutes les rivières, la Vesdre présente ce qu'on appelle une capacité d'auto-épuration. Mais par rapport à d'autres cours d'eau, elle a des avantages. Je citerai dans l'ordre, d'abord la qualité des eaux qui arrivent de son cours supérieur qui est excellente. C'est un premier atout. Un deuxième atout, c'est la pente du cours d'eau qui favorise la réoxygénation de l'eau. Or, la concentration d'oxygène dans l'eau est un facteur important pour ce qu'on appelle l'auto-épuration. Il permet aux micro-organismes de décomposer une bonne partie des matières polluantes qui sont déversées dans le cours d'eau. On pourrait dire en quelque sorte que les stations d'épuration sont utiles, bien entendu, puisqu'elles éliminent la majeure partie de la pollution, mais il y a toujours un résidu, bien entendu, que la rivière est capable d'assimiler par elle-même. Un autre facteur qui favorise probablement l'auto-épuration dans la Vesdre, c'est sa productivité relativement élevée, liée à sa relative richesse en sels minéraux. Cette productivité se traduit notamment par le développement des plantes aquatiques, qui contribuent d'une part à la réoxygénation de l'eau par leur photosynthèse, et d'autre part à l'assimilation de différents sels dissous qui proviennent d'ailleurs de la décomposition des matières polluantes. Enfin, un point intéressant à évoquer, c'est la recolonisation de la Vesdre, qui a pu se faire relativement rapidement
grâce probablement à des zones refuge en quelque sorte, qui se trouvaient dans des affluents, qui étaient restés de bonne qualité alors que la rivière principale était polluée fortement. La recolonisation par la faune et la flore a pu se faire sans doute à partir de ces cours d'eau. Et donc c'est ainsi que les poissons, les invertébrés et les plantes ont pu se réinstaller assez rapidement dans la Vesdre quand la qualité de ces eaux est redevenue acceptable. L'ensemble des facteurs dont on vient de parler a donc permis le rétablissement d'un peuplement piscicole dans des tronçons où il avait pratiquement entièrement et parfois totalement disparu. Du coup, la pêche sportive, en particulier la pêche à la mouche, a repris ses droits. Pêche que pratique avec assiduité Philippe Curvers. Voilà, tout simplement, en fin des années 90, j'ai redécouvert la Vesdre. Bon, à l'époque, ce n'était que pollution sur pollution. À la rigueur, on n'osait même pas rentrer dans l'eau tellement elle était sale. Bon, là maintenant, actuellement, dû aux centrales d'épuration, nous avons retrouvé une eau claire. Et moi, étant pêcheur, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la truite est de retour, le poisson est magnifique, de toute taille, et ils ont une robe qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant à voir aussi, nous avons le retour du castor, du martin pêcheur, des insectes, des libellules, et il faut le voir parce que le cadre est vraiment redevenu idyllique. Les plantes et arbres qui poussent sur les îles et les bords de la Vesdre sont en effet d'une extrême importance. Ainsi, saule, frêne, aulne, pétasite, iris, baldingère stabilisent les berges contre l'érosion, apportent ombrage et fraîcheur, offrent de multiples habitats et caches. Ils filtrent également les eaux de ruissellement avant qu'elles ne rejoignent la Vesdre. Tout aussi importants sont les végétaux aquatiques, à nouveau bien présents dans la Vesdre. L'ensemble de ces plantes enracinées dans la rivière, comme les renoncules ou encore les calitriches, toutes les mousses aquatiques solidement accrochées aux plus gros blocs, ou encore cette algue singulière colonisant les galets balayés par de forts courants, forment des refuges appréciés par un grand nombre de petits poissons, d'insectes et autres mollusques. Tout ce petit monde y trouve à la fois le gîte et le couvert. En outre, pour certains, c'est également l'endroit idéal pour y déposer leurs œufs. Formant parfois de véritables prairies subaquatiques, ces végétaux sont, faut-il le rappeler, à la base de la chaîne alimentaire et jouent également un rôle considérable dans l'épuration des eaux en produisant de l'oxygène et en captant azote et phosphore. Dans la majeure partie de la Vesdre, on pêche en no-kill. Alors, que veut dire le no-kill? C'est un terme anglais qui veut dire ne pas tuer. Donc, tout poisson qui est capturé dans cette partie de la Vesdre doit être remis
en bon état, vivant, dans l'eau, et quelle que soit sa taille, quelle que soit l'espèce. Alors, cette pratique du no-kill a été adoptée par les responsables tout simplement pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison sanitaire, c'est-à-dire que la pollution qui a été présente pendant très longtemps dans la Vesdre s'est accumulée dans les sédiments. Cette pollution peut laisser des traces dans les tissus des poissons. Donc, au niveau sanitaire, les poissons ne sont pas encore consommables. La deuxième raison de ce no-kill, c'est une raison de conservation. C'est-à-dire que comme on est dans un processus de renaturation, on est dans une phase donc, où les poissons recolonisent la rivière, il faut qu'ils retrouvent des effectifs importants, eh bien, chaque poisson est précieux. Et encore plus si ce sont des poissons adultes, donc des futurs géniteurs, qui, une fois l'hiver venu, plutôt la fin de l'automne, vont pouvoir occuper des frayères et se reproduire naturellement. Si aujourd'hui de nombreuses et belles truites sauvages se reproduisent naturellement dans la Vesdre, cela signifie beaucoup de choses très positives. Par exemple, que la rivière n'a pas subi de pollution grave depuis plusieurs années, que les truites ont trouvé de bonnes conditions de vie, ainsi qu'une nourriture riche et variée, ou encore qu'elles ont pu se cacher pour échapper aux prédateurs. Sauf accident, voir ces géniteurs frayés, c'est aussi l'assurance de la survie de cette espèce fragile qui symbolise à elle seule le retour à la vie de la Vesdre. Les pêcheurs sont donc contents. Les scientifiques qui sont au chevet de notre environnement le sont également. Mais est-ce le cas pour tous les habitants de la vallée ? C'est que le déclin des industries a entraîné une récession économique sévère dans la région et que les travaux d'assainissement des eaux usées ont été extrêmement coûteux. C'est sûr qu'à court terme, la fermeture d'entreprises a un impact social négatif. Maintenant, bon, en tant que riverain, à long terme, ça nous permet de voir une rivière beaucoup plus propre, puisqu'elle ne subit plus de pollution industrielle, hein, et notamment des métaux lourds qui étaient très néfastes pour la santé. Maintenant, il n'y a pas que la pollution industrielle. Hein. Mais en tant que riverain, d'accord, hein, mais il n'y a pas que les riverains, il y a tous les gens qui viennent se promener, qui adorent la nature, qui adorent tout beau. C'est tout bon pour tout le monde. Ouais, et en plus, l'eau, c'est tellement précieux qu'on doit la protéger, il n'y a rien à faire. On ne peut pas laisser à nos enfants... une rivière toute ça. Je ne vais pas dire le mot, mais... Hein? Ben oui, des potoirs finalement. Des potoirs, hein. Alors que bon, voilà, ça a peut-être coûté cher, mais c'est de l'argent bien placé. Bien placé, croyez-moi. On jette plus d'argent pour des couillonnades que pour... Oui. Oui, je sais bien. Ben oui, voilà. Impression plutôt favorable donc, mais il s'agit de rester vigilant. Beaucoup reste à faire. De nombreux déversements sauvages de déchets polluent et enlaidissent encore les abords de la rivière. En termes d'épuration, la collecte des eaux usées est loin d'être complète. Plusieurs points noirs subsistent qui pourraient encore entraîner des problèmes de santé publique pour ceux qui fréquentent le cours d'eau, les jeunes qui s'y baignent par exemple. En termes de gestion du cours d'eau, il reste des obstacles importants. Notamment le barrage de la Fenderie, en amont de Trot, qui empêche la migration des poissons en leur interdisant de remonter la rivière. Ne pourrait-on, comme on l'a fait sur la Meuse et au barrage des Grosses Battes pour les saumons et les truites de mer, créer des échelles à poissons? Nous avons interrogé à ce sujet Patrice Orban, attaché à la direction des cours d'eau non navigables. Il y a effectivement un programme de restauration de la libre circulation du poisson qui a été initié, notamment sur la Vesdre. On se base sur un inventaire des obstacles à la libre circulation du poisson qui a été effectué par nos services. Et maintenant, on doit passer effectivement à du concret, à des réalisations. Pour cela, nous avons lancé les 2 premières études sur les 2 premiers barrages à l'aval de la Vesdre. L'objectif est de réaliser les passes à poissons dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Et plus progressivement, nous allons effectivement monter vers l'amont.
Je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle demande pour des projets hydroélectriques, on ne va pas accepter, on ne va pas permettre la création de nouveaux obstacles sans qu'une solution soit donnée pour la libre circulation du poisson. Autre problème, celui des espèces invasives qui doivent être contrôlées, voire éradiquées si l'on veut conserver la productivité et la biodiversité des espèces natives. Les espèces végétales exotiques, par exemple, qui se développent sur les rives, la berce du Caucase, la balsamine géante de l'Himalaya, la renouée du Japon, tout aussi nocives l'une que l'autre. Mais aussi les espèces animales, ainsi le grand cormoran, oiseau piscivore redoutable, qui est sans nul doute à l'origine du déclin de l'ombre commun qui avait fortement recolonisé la Vesdre. La renaturation de la rivière est un autre type d'action intéressant pour l'avenir de la Vesdre. Par exemple, la pose de blocs rocheux dans certains secteurs fortement banalisés permet de recréer des zones favorables au développement d'une flore et d'une faune diversifiée. Enfin, le maintien et l'amélioration des peuplements piscicoles passe par le respect du poisson par les pêcheurs, par l'adoption de mesures de gestion de la pêche appropriées, mais aussi par certaines initiatives des associations locales. Ainsi, ces bénévoles de l'association Vesdre Pêche Nature, qui à la fin de l'automne, capturent à l'aide de cages placées dans certains ruisseaux, des géniteurs de truites fario occupés à remonter vers des sites de reproduction. Les œufs de chaque femelle capturée sont ensuite fécondés par la laitance de plusieurs mâles. Cette opération délicate permet d'assurer à la descendance une diversité génétique proche de celle que l'on observe en situation naturelle. Une fois fécondés, les œufs sont disposés sur des clés. L'eau dans laquelle ils se développent est issue d'un ruisseau affluent de la Vesdre choisi pour la qualité et la température de ses eaux. Près de 100 jours sont alors nécessaires pour que les œufs éclosent. Durant cette période, les bénévoles se relayent jour après jour pour garantir une attention maximale à ces précieuses perles orangées. Lorsqu'un œuf présente un blanchissement, cela signifie que son développement a échoué. Il doit alors impérativement être retiré des clés. Ceci se fait manuellement, œuf par œuf. Pas question pour ces personnes passionnées d'utiliser une quelconque méthode qui éloignerait ce travail de celui de la nature. Un véritable jeu de patience au quotidien. Mais le résultat obtenu est à la mesure de l'attention. Lorsque les alevins atteignent 4 cm, soit environ 2 mois après leur naissance, ils sont délicatement rendus à leur milieu naturel. Cette action est un soutien à la reproduction naturelle de la truite. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle reste très proche du cycle naturel et qu'elle constitue une alternative au déversement de souches étrangères au milieu, s'inscrivant ainsi dans le concept de gestion patrimoniale adopté par l'ensemble des sociétés de pêche de la Vesdre. Que l'on agisse en faveur de l'épuration,
ou de la gestion du cours d'eau, du contrôle des espèces invasives ou de l'amélioration du peuplement piscicole, l'important est que toutes les actions soient menées conjointement. C'est ainsi qu'elles contribueront vraiment à la reconquête du bon état des eaux, rencontrant en cela l'objectif principal de la directive cadre européenne pour la gestion intégrée de l'eau. Alors effectivement, l'Europe nous a imposé d'une certaine façon de prendre en compte plus fortement l'environnement. C'est une prise de conscience salutaire parce que c'est vrai que nous n'avons pas toujours pris suffisamment attention ces dernières années, notamment à la qualité de l'eau en Wallonie, dans d'autres pays également. Et donc en l'occurrence, la directive cadre nous oblige à assurer l'épuration de l'ensemble des eaux usées de la région. C'est ce qui a été mis en œuvre progressivement et donc maintenant on est à la finalisation des travaux pour toutes les grosses agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants et progressivement on va terminer le reste de l'épuration. Et donc évidemment ça apporte un changement significatif dans la qualité des eaux, ça se voit dans les cours d'eau. Le travail qui est fait sur la Vesdre est un exemple marquant puisqu'on voit la vie qui revient dans ce cours d'eau. C'est évidemment lié à la prise de conscience de l'environnement, au fait que nous épurons nos eaux et que nous avons la préoccupation de nos cours d'eau en initiant un certain nombre d'actions, notamment dans les contrats de rivière, qui font en sorte que petit à petit on revit autour de ces cours d'eau. Et donc je pense que pour les prochaines années, les prochaines décennies, ce qu'on peut le plus espérer, c'est que la vie sociale s'organise aussi autour de ces cours d'eau et que la qualité de l'eau, bien sûr, soit de mieux en mieux et que l'on profite de son cours d'eau, que l'on ait différentes activités sur l'eau, dans l'eau et autour de l'eau. Peut-être la Vesdre ne redeviendra-t-elle pas exactement le paradis auquel, de manière lyrique, Victor Hugo faisait allusion. On ne ressuscite pas le passé. Mais on peut espérer qu'elle permettra à ses riverains et à ses visiteurs de rêver à nouveau d'un mieux vivre à ses côtés. Tout en sachant que l'espoir ne dispense jamais de rester vigilant. Son flot rechante au long des berges recourbées. Parmi les prés, parmi les bois, chaque caillou que le courant remue fait entendre sa voix menue, comme autrefois. Et peut-être que Mélusine, quand la lune à minuit répand comme à foison sur les gazons ses perles fines, s'éveille et lentement décroise ses pieds d'or, et suivant que le flot anime sa cadence, danse encore et danse.